La première, c'est que nos congrégations étaient très sensibilisées à la réalité des pauvretés et de la justice. Et nous avions un sentiment très profond que les populations défavorisées devaient attirer, ne serait-ce qu'au niveau évangélique, notre attention et nous demander de bien réfléchir sur les situations que nous rencontrions dans les pays, particulièrement l'Amérique latine, mais aussi l'Afrique, l'Asie. Et cette présence à l'international a été pour nous un élément déterminant, car sans cesse, elle nous a mobilisés, nous a interrogés et nous a obligés à nous poser de vraies questions. Un deuxième, qui est tout à fait terre à terre, qui est celui que certains d'entre nous tous les jours doivent se poser, c'est devant une réalité familiale, qui était nos communautés, nous étions obligés de constater que nous avions de moins en moins de vocations et que, peu à peu, le nombre de religieux âgés allait être important. Or, la plupart d'entre nous, nous avions travaillé, mais nous n'avions pas été salariés. Donc, nous n'aurions pas de retraite, puisque souvent, en tout cas dans ma congrégation, nous avons jusqu'en 1950 exercé nos professions gratuitement à domicile. Donc, sans retraite, il fallait envisager l'avenir. Il s'avérait qu'à cette époque, il y avait des congrégations qui avaient dû laisser des écoles, qui avaient donc quelques bâtiments, et qui, en les vendant, avaient accumulé un peu d'argent, et se disaient, ben, cet argent, il faut le placer. Donc, si vous voulez, on est devant deux contraires, la réalité de la pauvreté au niveau international, la réalité d'un véritable questionnement que nous avions sur comment préparer le futur et faire que les générations nouvelles qui rentreraient dans nos congrégations puissent être assurées d'être soutenues, que les fondations dans les pays en voie de développement soient assurées. Donc, c'était ces deux problèmes qui étaient d'habiter notre vie. Or, il se trouve qu'un jour, Nicole Rey, dont on vous a évoqué le nom, Nicole Rey était donc de la congrégation des Chanoinaises de Saint-Augustin, et elle avait, par son histoire, une très grande capacité financière. Elle avait fait de la formation, et elle nous a provoqué, comme économe de congrégation, à nous poser des questions de façon très pertinente, et nous a entraînés à faire une recherche, évolution démographique et possibilités financières. Et nous avons fait ces courbes de projection démographique et de finances sur 35 ans, qui nous permettaient jusqu'à cette année, et à prolonger bien sûr, de voir comment, devant la démographie qui serait la nôtre et nos ressources, avec les évolutions qui se feraient, est-ce que nous étions à même de pouvoir en assurer des finalités. Or, on s'était aussi posé la question, c'était que faire? Faire un plan de trésorerie serré, oui, c'était encore possible. Placer à la caisse d'épargne ou des placements très simples, c'était possible, mais nous savions que ce résultat était infime et ne nous permettrait pas d'assurer l'avenir. Et donc, notre souci, c'était de lier les deux, comment essayer de pratiquer de la justice et à la fois d'essayer d'assurer un avenir. Il se trouve que Nicole, un jour, on pense qu'il faudrait risquer de placer notre argent dans des actions d'entreprise. Bon, elle fait son chemin, et un beau jour, elle va dans sa congrégation au niveau international, et elle expose son projet en disant que désormais, elles allaient faire un achat d'actions. Aussitôt se lève une sœur du Brésil et qui lui dit « Comment vous allez oser poser votre argent dans des actions chez des grands ressortissants de multinationales, alors que nous, sur le terrain, ils exploitent les populations, ils ne donnent aucune possibilité aux travailleurs de s'engager, et lorsqu'ils s'en vont, nous sommes plus démunis qu'avant. » Coup d'éclat pour Nicole, vraiment, elle n'avait jamais fait le lien entre sa recherche de justice pour les populations démunies et son placement financier. Elle remue ça, comme vous le savez, et elle nous en parle immédiatement en nous disant « Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que réellement on va trouver des entreprises qui sont à la fois honnêtes, qui permettent qu'on puisse se servir et être des actionnaires ?» Et elle était encore en train de penser ça quand un soir, méditant, elle se retrouve devant la page de Moïse, qui est devant le buisson ardent, et elle se dit, mais que faire? Et elle écoute ce que Dieu dit à Moïse, et Dieu lui dit, va, je t'envoie, prends Aaron avec toi, parce qu'Aaron sait très bien parler.
mais à vous seul, vous allez faire quelque chose qui va permettre de sauver mon peuple. Et elle revient vers nous et elle dit, ben voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, mais il faut qu'on le fasse ensemble. Et c'est à partir de là que deux intuitions sont nées qui ont abouti à deux réalités encore vivantes aujourd'hui. La réalité de la création d'éthique et investissement et la deuxième réalité qui a été la création du premier fonds éthique français par les congrégations et qui est le Nouvelle Stratégie 50. Donc si vous voulez, nous sommes en tant que congrégation les premières qui ont aidé à créer le premier fonds éthique en France. C'était ce que nous voulions vous partager ce soir. Alors comment faire? Parce que c'est bien beau de lancer ça, hein, mais vous avez vu comment c'est complexe. Hein, et on était en 1980 et on n'avait pas la formation qu'avait notre ami Gaël. Mais on fait notre petit bonhomme de chemin et comme on y croyait, on s'est dit on va avancer. Alors ce que nous avons fait, comme on savait qu'on n'y arriverait pas tout seul, eh bien la première chose qu'on a fait, c'est d'essayer de voir autour de nous. On a vu des patrons, des chrétiens, des patrons chrétiens, on a vu les syndicalistes, on est allé voir toutes sortes de personnes pour avoir une idée de ce que nous pouvions penser sur la possibilité de faire des placements financiers qui aient une valeur éthique certaine et qui n'aggravent pas la situation des pays en voie de développement. Et nous avons commencé à créer une charte. Et cette charte, si vous voulez bien la voir, vous pouvez prendre au fond de la salle, il y a un document dans lequel il y a la charte. Et cette charte, elle avait au fond quatre grandes parties: le projet d'entreprise et de gouvernance, l'utilité sociale des biens et des services, la nécessité de créer des emplois et l'indépendance dans la gouvernance entre le président et le directeur général de la société, et une juste relation entre toutes les parties prenantes qui sont les clients, le personnel, les utilisateurs. Deuxième point, entreprise, développement humain et social, le respect des droits sociaux, la sécurité des travailleurs, les justes rémunérations, la nécessité d'une formation pour les personnels et pour l'accueil des handicapés dans nos sociétés, dans les entreprises, au lieu de payer uniquement la taxe qui facilite quelquefois la tâche. Ensuite, nous avons travaillé sur l'entreprise et le co-développement international, comment on pouvait, dans une entreprise, favoriser les savoirs, assurer une transparence fiscale et participer au développement du tissu économique et local. Et ça, c'est pas tout à fait facile à réaliser. Et enfin, un des points qui touche aujourd'hui ce qui vous a été dit sur l'entreprise et l'environnement, c'est-à-dire la prévention des risques de pollution, le développement des nouvelles technologies respectueuses de l'environnement. Ça, c'était les 4 points de notre charte, 4 points qui fait que chaque fois que nous analysions une société, une entreprise que nous voulions prendre en portefeuille, nous devions, d'une manière ou d'une autre, vérifier si ces 4 points de notre charte pouvaient être appliqués ou pas. Et nous avons créé le premier fonds éthique et nous avons cherché qui pourrait être celui qui allait recevoir notre proposition et nous sommes arrivés à la banque de Luc Mescart. Et Luc Mescart était un chrétien convaincu et qui nous a dit: vous vous occupez des critères et moi je ferai le placement. Et donc depuis, nous avons toujours travaillé avec la société Mescart. Alors, ce que l'on peut dire, si vous voulez, c'est que nous avons initié ça en France et nous l'avons fait dans le monde entier. Déjà, des réalisations de ce type s'étaient faites. En 1920, les Quakers avaient, en Angleterre, déjà instauré une procédure qui ne permettait pas de faire des placements n'importe comment. Et leur sélection était une sélection, disons, plutôt d'exclusion. Et vous devinerez tout de suite ce qu'ils ont refusé: les jeux, la pornographie, l'armement, l'alcool et le tabac. Donc c'était une manière de se situer, mais qui déjà instaurait un choix politique par rapport à l'argent. Et aux États-Unis, encore récemment, vous avez une organisation, une association très importante qui regroupe non seulement des chrétiens, mais qui actuellement a 275 diocèses, congrégations, protestants ou catholiques, qui se regroupent et qui ont un poids très important parce que les placements financiers de tous ces groupes est relativement important et leur donne une pression importante sur les finances.
tant et si bien qu'ils ont organisé des groupes de travail. Ces groupes de travail prennent un objectif très précis et ensuite ils vont voir les entreprises qui correspondent à ces priorités qu'ils se sont données et ils font pression sur l'entreprise. Et ils déposent des motions lors des assemblées générales. Et on peut dire aujourd'hui que la Banque Mesca a vu l'importance de ce travail qui était fait, a adhéré à l'ICCR et fait qu'aujourd'hui, ils peuvent mener une action ici en France corrélée à celle des États-Unis, qui fait que si nous arrivions à faire des points communs entre ces entreprises, entre ces sociétés, on arriverait à une plus grande pression internationale. Ces mêmes réalités existent en Suisse, au Canada, en Angleterre, et elles ont le même profil avec plus ou moins de critères éthiques que celui que nous avons. Donc voilà un petit peu ce que nous avons fait, et nous avons poursuivi notre route. Et les critères que nous avons donc instaurés, on peut dire que d'une certaine façon, nous avons été les pionniers de ce qu'on appelle l'ICCR, l'investissement socialement responsable, ou ce qui a été aussi le développement durable. Si vous voulez, tous nos préalables que nous avons lancés dès 1980 ont commencé à servir peu à peu à reposer des questions, rejoignant des gens qui, d'une façon ou d'une autre, comme Gaël, ont aussi de leur côté poursuivi ce même chemin. Alors, comment nous sommes aidés? Nous sommes aidés parce que nous avons aussi appuyé notre analyse sur ce que vous avez entendu parler, c'est les agences de notation extra-financière. Et la première agence de notation a été faite avec Geneviève Perron en 1990. Geneviève Perron venait des États-Unis et avait bâti Ares, qui était la première agence de notation en France. Et avec elle, nous avons travaillé de façon à voir comment elle pouvait de son côté évaluer la valeur des entreprises qui étaient placées en financement et de voir si leur valeur correspondait ou pas et quel était l'écart qu'il y avait entre nos critères et ces Ares a été racheté par Vigéo, qui est Nicole Notat, qui était présidente du syndicat CFDT, qui a quitté le syndicat pour être présidente de Vigéo, avec lesquels nous travaillons encore. Ainsi, par exemple, nous, avec le comité catholique contre la faim, une fois par mois, nous avons une matinée de travail sur un secteur, agroalimentaire, armement, et nous analysons les entreprises qui correspondent à ce secteur, nous les analysons finement par la structure de l'agence qui les a évaluées, sur la gouvernance, l'environnement, etc. Et nous la reprenons avec nos fils de l'achat, et grâce aux connaissances que nous avons des terrains, et surtout par exemple le comité catholique contre la faim et le développement, ils apportent des nuances pour voir les points sur lesquels nous ne pouvons pas consentir à ne pas interroger l'entreprise pour lui dire là il y a un écart qui est trop grand, nous ne pouvons pas poursuivre avec vous. Ou nous les laissons en attente de leur portefeuille, ou nous les éliminons en attendant qu'on ait pu rencontrer les directeurs des entreprises pour les faire modifier dans leur comportement. Voilà un petit peu l'action que nous avons essayé de mener, et nous poursuivons cette route avec aussi la chance que nous avons, c'est que nous avons régulièrement des journées de formation qui permettent que régulièrement, avec les étudiants de l'Institut catholique de Paris, nous pouvons faire des sujets très actualisés. Ainsi, tout dernièrement, nous avons fait une journée sur la politique des achats, qui nous a permis de reprendre la situation vous savez, de tout le problème qu'il y a eu dans l'Inde avec l'effondrement de l'entreprise. Et vous savez qu'il y a des entreprises françaises qui ont été pénalisées car si elles ont vendu des vêtements, elles les ont vendus sans avoir recherché quel était le lieu de production et les conditions dans lesquelles les produits étaient façonnés. Et ça, c'est évident qu'on ne peut pas faire qu'en Asie, vous ayez les mêmes conditions que vous les avez en Europe, mais vous pouvez faire en sorte qu'il y ait une interrogation qui soit posée à ceux qui sont fabricants pour qu'il y ait un meilleur ajustement entre la fabrication, la fabrique du matériel et l'achat. Donc nous avons plusieurs entreprises françaises aujourd'hui ont une très grande pénalité parce qu'elles n'ont pas observé
Et ceci est dû à l'action qui est menée par ceux qui travaillent sur l'agence, le développement et le développement durable. Voilà un petit peu ce que l'on peut vous dire. Ce que je voudrais quand même redire, c'est que nos placements ne sont pas seulement des placements financiers capitalistiques, nous travaillons beaucoup avec des placements aussi qui sont des placements solidaires. Nous travaillons beaucoup avec les fonds solidaires du Comité catholique contre la faim, avec la Société internationale pour le développement et l'investissement, avec leur grand souci qui est d'accompagner les personnes à lesquelles ils ont apporté un crédit pour leur permettre de fonctionner avec plus d'harmonie et pour essayer de les soutenir, d'évaluer avec eux ce qu'ils font et comment ils peuvent améliorer leur situation. Nous travaillons aussi avec l'ADI, avec Maria Novak, c'est-à-dire qui propose des crédits à des gens qui ont peu de moyens et qui progressivement, par l'appui qu'on leur apporte, non seulement en leur apportant un crédit qui est, non pas comme l'a dit Gaëlle, un crédit qu'on donne et qu'on lance et puis débrouillez-vous, mais un crédit qu'on accompagne, et on l'accompagne par une formation qui permet que non seulement la personne a une ressource financière, mais elle a un appui stratégique pour mener son entreprise, si petite soit-elle. Alors, ce que je voudrais pouvoir dire ce soir, c'est qu'au-delà de la morale, qui souvent est quelque chose qui est stratifié, l'éthique est quelque chose qui est, pour moi en tout cas, quelque chose qui accepte l'existence d'une humanité, c'est-à-dire que c'est fragile. On tâtonne, on recherche, on reprend, on revient, mais on est toujours en chemin pour essayer d'aboutir à quelque chose qui est plus, non pas plus performant seulement, mais qui est plus performant au niveau de la justice, du droit et de la solidarité que nous souhaitons